Nous sommes tous là. Bonjour à tous. Bonjour Jean-Michel, Bonjour. bonjour Christelle, bonjour Victoria, bonjour Bernard. Continuez à nous dire bonjour. Bonjour Eric, bonjour Nelly. Et bien sûr, bonjour Philippe, bonjour Patrice et bonjour Michael. Bonjour. Je suis ravi de vous avoir avec moi pour qu'on parle aujourd'hui des tendances 2021. On va un peu moins parler d'acquisition strategy design, bien que j'espère que ce soit une vraie tendance 2021 et que un maximum d'entreprises adoptent et d'entrepreneurs et de consultants adoptent cette tendance. Jérémy va nous mettre un lien pour tous ceux qui ne savent pas encore ce que c'est que l'acquisition strategy design dans le chat et les commentaires, comme ça vous pourrez découvrir ça, mais on va moins en parler aujourd'hui et je vais laisser Philippe, Patrice et Michael, en commençant par la fin, se présenter parce que Michael est celui peut-être que tous les gens connaissent le moins, là où Philippe et Patrice sont déjà venus autour de cet écran. D'abord se présenter et puis après on rentrera dans une première analyse faite par Philippe des tendances 2020. Et qu'est-ce que les prédicateurs, dont moi, ont prédit il y a un an, et qu'est-ce qui s'est effectivement réalisé. Ça va être rigolo compte tenu de la nature de l'année. Et puis, on rentrera dans un débat sur ce qu'on envisage pour 2021, avec en particulier un point sur les événements avec Michael. Je te laisse la parole, Michael. Merci. Ouais. Merci Gabriel. Bonjour à tous. Alors Michael Burdet, donc ça fait 15 ans que je travaille dans l'événementiel B2B. J'ai été le côté organisateur pendant plus de 12 ans, où j'ai été responsable commercial notamment de plusieurs salons sur Paris et en ligne. Depuis 5 ans, je travaille effectivement sur la partie salon en ligne. Et depuis 2 ans, j'ai lancé mon entreprise, c'est MB Event, qui en fait aide les acteurs de l'événementiel B2B, donc soit les exposants, soit les organisateurs, à optimiser en fait leur futur event et à surtout booster leur ROI sur le long terme. Voilà. Donc merci pour cette invitation à partager les tendances 2021. Allez Patrice. Bonjour à tous et à toutes, je suis Patrice Lobinia, j'ai créé une marque qui fait du conseil en marketing émotionnel qui s'appelle E4Brands et voilà, je ne fais pas de prévision généralement ou de prédication, incantation m'a dit Philippe, donc je vais essayer de garder ce rôle-là aujourd'hui avec vous. À toi, Philippe. Donc je suis directeur marketing chez Akio. Akio, c'est un éditeur de logiciels pour les services clients et les centres de contact. Et moi, ce qui m'intéresse dans mon métier, c'est comment on valorise une entreprise. Pas comment on la valorise d'un point de vue financier, mais plutôt d'un point de vue business. Comment est-ce qu'on met en valeur ce qu'elle produit, ce qu'elle est, ce qu'elle fait. Et par ailleurs, deuxième point, c'est que je suis fan d'histoire. Alors, de petites histoires, d'histoires des entreprises, donc de faire du storytelling, j'adore ça. Et également de grandes histoires. Et donc, du coup, tout ce qui est évolution d'un phénomène dans le temps m'intéresse fondamentalement. Donc, ce thème, Gabriel, tendance marketing 2021, m'excite tout particulièrement. Cool, je te laisse la parole pour ta petite analyse. Voilà, alors, en fait, je dis que ça m'intéresse particulièrement, que ça m'excite même, mais en vérité, la première des choses que je ressens quand tu m'as invité à participer à ce webinaire, c'est, je me suis dit, est-ce que c'est pas un exercice un peu vain? Pas forcément prétentieux, parce que l'exercice qui consiste à essayer de prédire ce qui va se passer demain, à faire la météo, tout le monde le fait en permanence, mais vain au sens où on est quand même sur un sujet très très vaste, le marketing, et sur se projeter sur une année, pas une journée, une semaine, un mois, mais sur une année complète ou sur même plusieurs années. Deuxièmement, en général, quand mes confrères, les experts marketing, font des prévisions, ils s'appuient, sauf cas un peu particulier de type Gartner, qui sont des vrais professionnels du sujet. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on s'appuie sur ce qu'on observe au cours de l'année qui vient de s'écouler, et on voit qu'il y a des courants, des tendances particulières qui montent, et on se dit, ça va continuer l'année prochaine, c'est logique. Hein, on est sur quelque chose de linéaire ou d'exponentiel, donc ça va être le courant dominant l'année prochaine. Et donc c'est plutôt ça qu'on va remonter, alors qu'il me semble que si on voulait vraiment faire œuvre de prédiction, il faudrait en tout premier lieu s'interroger sur les courants fondamentaux qui agitent nos cibles, nos publics, y compris d'un point de vue sociologique, comportemental. Savoir finalement qu'est-ce qui motive profondément nos cibles et qui fait que l'année prochaine, ce sera peut-être un peu différent
de cette année. En tout cas, les deux analyses devraient être mêlées et elles ne le sont pas souvent. Et la troisième chose qui fait que l'exercice est difficile, c'est que on voit bien qu'il y a parfois des événements extrêmement violents, comme cette année, enfin en 2020, avec le Covid, totalement inattendus. Et du coup, les cas de force majeure, quelque part, du marketing, comment est-ce qu'on fait pour deviner ce qui n'est pas devinable? Du coup, la première chose que je me suis dit, c'est est-ce que c'est pas complètement vain, ce webinaire? Est-ce qu'on le sondage qui est en cours et sur lequel il commence à avoir une douzaine de réponses, je pense, on est à 92% qui pensent que les prédictions sont utiles, 7% non. Donc, mais c'est pas parce qu'on le pense que c'est vrai. Et même si la grande majorité pense que c'est utile, comment est-ce que si on observe justement ce qui s'est passé autrefois, est-ce que ça s'est avéré juste? Est-ce qu'il y a eu de la pertinence dans les prédictions qui ont été faites les années précédentes? Je modère mon propos. Si 92% des gens pensent que c'est utile, c'est qu'ils ont l'expérience que ça l'a été dans le passé, très probablement. Donc oui, probablement ça l'est. Mais quand même, étant donné tout ce que je viens de dire auparavant, est-ce qu'on ne peut pas exercer un doute, une certaine forme de scepticisme sur l'exercice? Alors c'est sûr. Enfin, tu vas nous présenter ce qui a été prédit l'année dernière et ce que j'ai prédit moi en particulier. Je sais qu'il y a un grand écart. Eh bien, pas tant que ça, tu vas voir. C'est assez surprenant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas fait une étude scientifique, j'ai pas eu le temps. J'ai regardé une vingtaine de blogs français et anglo-saxons. D'ailleurs, moitié-moitié. 11 blogs français, 11 blogs anglo-saxons. Blogs, sites, bref, des prévisions par des experts du marketing sur les tendances marketing. Donc, j'ai regardé leurs prévisions fin 2019 pour 2020. Et ensuite, la même chose cette année, donc en décembre 2020 pour 2021. J'ai regardé trois choses. La première, c'est quelles étaient les prédictions 2019? Est-ce qu'elles se sont avérées justes en 2020? La deuxième, c'est comment ça a évolué entre 2019 et 2020. Et donc, évidemment aussi, qu'est-ce qui est prédit pour 2021? Voilà. Et donc, je reviendrai après sur ce que je pense, moi, sur mes propres idées en la matière. Mais ce dont je voulais vous parler déjà dans un premier temps, c'est de ça, et vous le présenter très vite. Encore une fois, je n'ai pas eu le temps d'aller encore très loin. Je ferai probablement un document que je publierai sur LinkedIn qui sera un petit peu plus détaillé. Je précise, donc ce n'est pas statistiquement probant, il ne faut pas le voir comme une analyse scientifique, c'est juste une espèce de tendance. Et puis, dernier point, j'ai exclu dans les prévisions toutes les prévisions un peu trop évidentes du type il faut faire du SEO, on va vers le marketing digital. Quand c'est trop installé, c'est plus une prévision, c'est une réalité. C'est le cas, par exemple, du SEO. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler le référencement. Évidemment, ça reste une nécessité. Mais ça veut dire que, par exemple, dans le référencement, il y a des points particuliers à regarder, comme la sortie en 2021 de Vitals, le nouvel algo de Google, qui va changer pas mal de choses, notamment il faut aller vers la mobilité. Donc des choses comme ça qu'il faut travailler. Mais je ne le prends pas comme une prévision. Voilà, donc, évidemment, personne n'avait prévu la crise humanitaire. Sanitaire. Comment? Sanitaire. Qu'est-ce que j'ai dit? Humanitaire? Ouais, ça touche de l'humain. Personne n'avait prévu cette crise, à peu de choses près, mais par contre, malgré tout, je trouve que les prévisions qui avaient été faites fin 2019 ont quelque chose d'assez cohérent par rapport à ce qui s'est passé. Je m'explique. D'abord, celui qui arrive en deuxième position, donc je vous mettrai à disposition le tableau avec tous les résultats. Celui qui arrive, le thème qui arrive en deuxième position des prévisions marketing, c'est le marketing conversationnel. Ça va faire plaisir à Michael. C'était déjà en deuxième position en 2019 pour 2020, donc considéré comme le sujet qui va monter. Et je pense que ce n'est pas idiot de se dire qu'une des choses qui a très fortement progressé en 2020, étant donné le Covid, mais plus généralement étant donné les grandes tendances lourdes du marketing, c'est qu'on va vers la conversation, comme on est en train de le faire en ce moment, tous les quatre, et avec le public, les gens dans la salle, et comme on va le faire, là je regarde, tout en vous parlant, je regarde le chat, on converse. Ouais, humanitaire, c'est un lapsus, je suis bien d'accord, Marc Fer. Voilà, donc j'illustre mon propos, je converse. Voilà, donc je pense qu'il y avait déjà quelque chose d'assez intelligent, enfin vraiment très pertinent dans cette prévision-là. Et elle arrivait bien en deuxième position, quoi. Vraiment sur, je sais pas, une trentaine de topics, c'est la deuxième. C'est quand même pas rien.
De la même façon, la vidéo arrivait en 5e position. Et si j'en crois HubSpot, live video is the first most used social media marketing tactic en 2020. Donc c'est de fait, la vidéo, on le voit là aussi, même chose, on utilise la vidéo. La vidéo monte en puissance très fortement. Le Covid y a certainement aidé, mais c'est aussi un mouvement de fond. Et ça a été très bien prédit finalement par les marketeurs. Donc première chose, les marketeurs sont des devins pas crétins. La deuxième chose que j'ai trouvée intéressante dans cette petite analyse, de rien du tout, c'est que il faut considérer que c'est une météo locale qui est faite. La plupart du temps, on essaie de deviner ce qui est chez soi, et plus exactement inscrit dans sa propre culture. Je vous disais que j'ai analysé 11 blogs français, 11 blogs US. Il y a des nettes différences entre les deux en termes de prédiction. Ce qui est le plus frappant, c'est que les marketeurs français en 2020 pour 2021 ont indiqué à la 5e place que le thème moteur pour 2021, etc., ce sera le marketing de la nostalgie. C'est-à-dire, c'était mieux avant. Ce qui traduit, à mon sens, c'est comme ça que je l'interprète, mais Patrice, qui est un spécialiste du marketing émotionnel, vous en dira certainement plus et rebondira dessus peut-être tout à l'heure, ou maintenant, c'est que, étant donné tout ce qui vient de se passer, il y a deux façons de voir les choses. On se dit, on va construire un nouveau monde. Ça, on l'a entendu pas mal au début de la crise, plus tellement maintenant, d'ailleurs, en France. Et l'autre idée qui est de dire, non, c'était mieux avant, vivement que ça se termine, qu'on revienne à ce qu'on avait avant. Là, c'est ce marketing-là qui est mis en avant. En tout cas, les marketeurs estiment que leur public ont envie de revenir à l'étape d'avant. Et ça, c'était les Français ou les Américains ? Les Français uniquement, et en 2020 uniquement pour 2021. Ça n'apparaissait pas du tout, personne n'en parlait en 2019 pour 2020, ni les Américains, ni les Français. Et les Américains n'en parlent pas du tout, presque pas. Il y en a juste un qui le cite. C'est intéressant quand même de voir qu'il y a des grosses différences, assez nettes en tout cas. Bon, il y a des choses qui sont communes, mais il y a beaucoup de différences entre les deux. Je dis américain, c'est anglo-saxon au sens large, langue anglaise. Le dernier point, donc, je vais vous donner rapidement le classement de ce que ça donne. Le premier, ce qui arrive en tête, donc en 2020 pour 2021, c'est le conversationnel, donc qui était déjà en 2e en 2019 et qui a encore monté. Bravo, Mickaël, tu es au bon endroit. En 2e place, il y a tout ce qui est contenu marketing, mais au sens contenu riche. Ça va faire plaisir cette fois à Patrice, c'est-à-dire pas faire du contenu, mais travailler vraiment la qualité de ces contenus. Et puis ensuite, vous avez un ensemble, il y en a 3 qui arrivent en 3e position, tout ce qui est vidéo, visuel, au sens large. Ça inclut aussi les vidéos de type social shopping, donc les vidéos sur les réseaux sociaux pour vendre des produits, mais également la vidéo comme on le fait là maintenant. Et puis ensuite, il y a des chatbots, ça me surprend parce que les chatbots, ça ne marche pas super bien, les chatbots encore pour le moment, mais ça reste un truc qui excite l'imagination des marketeurs. Tout ce qui est social media, donc optimisation, et là, il y a plein de choses qui interviennent là-dedans. Et puis alors, le sujet aussi de la transparence, de l'authenticité, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de faire des contenus riches, il s'agit de raconter une histoire qui soit vraie, et l'histoire de l'entreprise, mais qui soit vraie, profondément vraie et authentique. Ce n'est pas toujours facile. Je note aussi, et j'en aurais presque fini, je note qu'il y a une très forte progression, mais n'hésitez pas à m'interrompre, je parle peut-être trop, de la créativité, ou de la notion de créativité dans le marketing entre 2019 et 2020, probablement lié au fait que on est tous chez soi un peu confinés les uns sur les autres et qu'on a besoin que ça explose d'une façon ou d'une autre. On a aussi besoin de sortir des sentiers battus du contenu toujours le même, toujours fait de la même façon, et donc on a besoin d'aller ailleurs. C'est en particulier mon cas chez Akio, j'ai vraiment besoin de ça. L'autre point qui est logique, c'est qu'on va plus vers du marketing de fidélisation, ça monte très fort, plutôt que de marketing de conquête. Ça, désolé pour l'acquisition strategy design, mais dans l'acquisition strategy design, il y a aussi, je pense, tu en avais parlé, Gabriel, il y a déjà la notion de fidéliser. Et en fait, c'est pas qu'il faut pas acquérir, c'est qu'il faut aussi, dans la phase d'acquisition, réfléchir à la façon de fidéliser davantage les clients. Et enfin, le dernier point qui monte très fort, c'est le marketing dit, que je vais appeler humaniste. Vous voyez, le petit lapsus tout à l'heure n'était pas pour rien, ou human-centric en tout cas, dont tout le monde parle. Je ne suis pas sûr que tout le monde le pratique bien, mais tout le monde, enfin beaucoup de gens en parlent. Et ça va jusqu'à l'engagement politique, l'activisme façon Decathlon ou Nike.
probablement, je pense, sous l'effet de la polarisation de la société, de nos sociétés en tout cas. Voilà. Et puis une grosse surprise pour finir sur cette analyse, c'est la sécurité qui n'est quasiment plus abordée en 2020 pour 2021. Tout ce qui est sécurité, RGPD, cyberhacking, etc. On n'en trouve quasiment plus de traces, plus personne n'en parle, alors qu'on sort d'une période extrêmement dure d'un point de vue sécuritaire sanitaire. Donc tout le monde devrait se préoccuper de attention, ma petite vie, mon petit monde, etc. Mais peut-être précisément parce que tout le monde s'en préoccupe déjà, ça n'apparaît plus comme au premier rang des préoccupations des marketeurs. Voilà pour une analyse générale. Après, j'aurai quelques petits trucs complémentaires à vous donner. Mais, voilà. Ben, merci beaucoup, Philippe. Tu as dit que tu feras un doc sur LinkedIn pour restituer tout ça parce que Julien demandait s'il y avait des slides. Si tu nous envoies le doc, on pourra aussi l'envoyer par mail aux participants. Ouais, alors comptez quelques jours quand même, le temps que je mâche tout ça. Ouais, mais bon, en tout cas, on le fera et on gardera la liste, comme ça on pourra vous le transmettre, Julien, et à tous les autres. Par rapport à cette analyse de Philippe, alors Philippe a beaucoup parlé du conversationnel. Michael, en interpellant Michael qui est plus sur l'événementiel. Michael, toi, ta vision du conversationnel et puis de l'évolution de l'événementiel? Oui, effectivement, c'est intéressant. Il y a plusieurs points que Philippe a évoqués qui me parlent. Il parlait de conversationnel, ça c'est sûr que du coup on a dû remplacer beaucoup d'événements, tout type d'événements. Là c'est un événement de faire une conférence en ligne ou de le faire dans une salle. C'est un événement. Tous les salons où on a pu quand même faire certains événements digitaux avec plusieurs plateformes. Il y a des dizaines et des dizaines de plateformes qui existent différentes, qui mettent soit en avant la visio, soit en avant le chat, soit en avant les conférences. Enfin, il y a beaucoup de conversations du coup qui se sont créées, mais pas encore assez, je trouve. Il manque d'interaction dans les événements digitaux en 2020, mais ça va. Je pense qu'il y a beaucoup de tendances qui vont s'améliorer pour que 2021 on puisse faire des événements digitaux qui se rapprochent au maximum de ce qu'on avait l'impression de vivre quand on allait dans un salon ou dans un événement de tout type. Et c'est vrai que si on avait dû prédire des choses en 2019, fin 2019 pour 2020, on n'aurait pas prédit ça pour l'événementiel. C'était une véritable catastrophe industrielle et on ne mesure pas encore les résultats pour beaucoup de salons, mais également de prestataires. Enfin, j'ai beaucoup de prestataires qui malheureusement là pour le coup ne peuvent pas se digitaliser, des traiteurs, la signalétique, l'impression de goodies, ce genre de choses. Donc il y a besoin de se réinventer à chaque fois. Mais quand on peut pas le faire, comment faire? Donc c'est important de les accompagner sur 2021. Et là, il y a une grosse tendance sur les salons. J'espère que c'est dans les prévisions 2021, c'est de se dire, tu parlais de la nostalgie, attendre que justement les salons reviennent comme avant ou les événements reviennent comme avant. Je suis pas certain que ce soit pour tout de suite. Ça peut être une prévision de pessimiste. On m'aurait posé la question au mois de mai. J'aurais été plus optimiste pour fin d'année, mais là, quand on voit comment ça évolue, je pense que ça sera plutôt fin d'année à partir de septembre, j'espère en tout cas. Et surtout, ce que j'espère, c'est que tout ce qui s'est passé aujourd'hui, en 2020 et qui se passe encore aujourd'hui, ne va pas être simplement un petit pansement qu'on a mis sur l'événementiel en disant tiens, je mets du digital, je mets des salons virtuels, je fais des choses pour remplacer l'existant. Ça sera plutôt une tendance de fond de se dire on va peut-être, ce qui était déjà le cas pour beaucoup, mais qui va peut-être s'accélérer et s'amplifier, c'est de digitaliser et de rendre figital, de faire des salons ou des événements augmentés, plutôt que de se dire je fais du physique ou du virtuel et je dois choisir. C'est plutôt se dire on fait en sorte qu'il y ait les deux et que ce qui s'est passé en 2020 puisse servir au contraire à faire changer et ne plus vendre des mètres carrés par exemple sur les salons, mais vendre des pixels. Et c'est toute une façon différente de faire, de convaincre différemment. J'ai eu beaucoup de clients à convaincre de faire du salon physique et j'ai eu depuis 5 ans à les convaincre de faire aussi du virtuel. Bizarrement, ils sont plus ouverts cette année. Ils ont été plus ouverts cette année que quand je leur en parlais depuis 2015 sur le sujet.
Mais j'ai envie de me dire, si on revient à ce que j'espère, hein, à pouvoir se réunir, etc., que le digital sera quand même présent et qu'on pourra permettre à des gens qui, par exemple, ne venaient pas à des salons ou des événements. Il y a plein de gens qui ne pouvaient pas se déplacer, c'était en semaine, il fallait prendre le train, des fois il y a la grève. Il y a un an pile, on était en plein dans la grève, c'était une des principales sources de stress des organisateurs d'événements avant le Covid. Donc la digitalisation en tout cas d'un événement permet de dire bon, je peux switcher assez facilement entre l'un et l'autre si jamais par exemple je peux pas faire un salon comme j'ai eu le cas. Moi j'ai eu en une semaine, il a fallu passer d'un salon physique à un salon virtuel au mois d'octobre. Il faut être armé, il faut être préparé. Si on n'est pas préparé, ben, on se retrouve à devoir l'annuler, attendre et c'est assez dommage. Et en 2021, est-ce que tu vois des gros organisateurs de salons frustrés de ne pas pouvoir en avoir fait en 2020, qui se préparent à faire des salons exceptionnels effectivement, à partir de septembre, où on sera quand même quasiment sûr qu'on en aura fini avec la Covid. Est-ce qu'il y a des gros machins qui se préparent? Alors, il y a déjà eu des gros machins, comme tu dis, qui se sont faits. Quand on parle événementiel, c'est assez large. Moi, je suis plutôt spécialiste sur l'événementiel B2B, mais je suis quand même attentif à de l'événementiel un peu grand public aussi. Bien sûr, on va pas digitaliser le salon de l'agriculture ou la foire de Paris, ou même le salon de l'auto. Le salon de l'auto, je vois qu'il y a eu quand même des lancements de voitures qui ont été faits de manière digitale, où on pouvait même prendre rendez-vous et essayer des nouvelles voitures dans le concessionnaire proche de chez lui, pour ne pas citer de marque, d'une marque française de voitures. Il y a eu pas mal de choses, donc des gros machins. On n'est pas à la télé, tu as le droit de citer toutes les marques que tu veux. Voilà, il y a eu Renault, il y a eu d'autres marques, mais en fait, ce qui est flagrant, mais je pense que ça prend, c'est les gros, ils ont plus de mal à bouger. C'est un peu le Titanic versus le Zodiac. Le Titanic, il voit l'iceberg, il le voit, il sait qu'il va venir, Donc là, il l'a vu en plus toute l'année. Sauf qu'il a toujours pas tourné et certains se posent maintenant, des gros organisateurs, si tu veux que j'en cite, il y a comme Exposium par exemple qui a beaucoup souffert, hein. Ils ont baissé je crois de 6 fois leur chiffre d'affaires sur cette année. C'est quand même le troisième organisateur mondial de salon. C'est quand même difficile à entendre, mais je sais de sources internes qui s'y intéressent de plus en plus. Et ce qui est difficile dans ces gros, c'est que en fait il y a les gros organisateurs, sauf qu'à l'intérieur c'est plein de divisions. C'est plein de salons et du coup c'est soit ça part d'en haut et c'est difficile parce que c'est un autre métier, c'est ancré que non, c'est du physique, on se voit, on se parle, on se tape dans le dos, on va au buffet, on échange des cartes de visite, etc. De passer à je parle à travers un écran et ils se sont refusés à le faire en 2020 et 2021. Pour le coup, en 2021, faire des événements physiques encore plus gros ou encore plus fort, plus marquant. Plus marquant. Est-ce qu'il y a la frustration de 2020 fait qu'on peut s'attendre à des trucs exceptionnels en physique en 2021? Je l'espère et je vois où tu veux en venir. C'est de se dire en fait effectivement le physique doit vraiment être exceptionnel pour pouvoir se déplacer. Parce que maintenant on peut faire tellement de choses sans se déplacer et c'est ce qui a prouvé 2020 avec pas mal d'événements. C'est que clairement, si on veut pas que l'un cannibalisent l'autre, c'est de se dire pensons déjà global et surtout se dire effectivement faire des salons. Donc je l'espère, je ne sais pas, je ne suis pas dans toutes les réflexions, mais j'espère pour eux en tout cas qu'ils vont penser effectivement faire des événements plus marquants, plus exceptionnels, qui donnent envie en fait de se déplacer. C'est comme se dire je vais à un concert, c'est parce que c'est vraiment différent que de regarder un concert sur YouTube. Voilà. Et est-ce que, à contrario, on va aussi assister au fait que certains salons qui n'ont pas pu avoir lieu en 2020, qui sont passés en digital, vont rester en digital et vont plus renaître en physique? Alors, je pense pas, j'espère pas, mais en tout cas, ils vont repousser. Il y en a certains qui ont repoussé premier semestre, donc j'espère qu'ils vont pas devoir à nouveau repousser, parce qu'on parlait également. Parce que moi, ma conviction, c'est qu'un certain nombre d'événements, salons, etc., qui ont découvert le digital vont rester digitaux. Et que tous les petits, justement, tous ceux qui n'étaient pas suffisamment différenciants, attractifs, forts, marquants, pour attirer du monde et suffisamment, vont rester digitaux parce que finalement ça coûte moins cher, c'est facile à organiser, c'est beaucoup plus facile aussi de réunir les gens.
il n'y a pas besoin de se déplacer, etc. Moi, j'ai quand même la conviction que ça va faire un écrémage du physique aussi, la Covid, et que plein de petits événements vont disparaître physiquement pour rester digitaux. Ah, alors ça, oui, que certains petits événements régionaux notamment qui disparaissent sans doute. Après, il y a quand même l'aspect local qui va être important, donc j'espère qu'ils vont quand même résister à tout ça. Les gros qui vont rester digitaux, je ne pense pas, parce que le business model n'est quand même pas le même. Et comme tu dis c'est plus simple. Oui, en théorie, c'est plus simple, mais il faut quand même faire beaucoup d'efforts de communication, beaucoup d'explications pour bien dire aux visiteurs et aux exposants comment tirer parti au maximum d'un événement virtuel. Et la tendance 2020 qui va se poursuivre en 2021, c'est qu'ils vont devoir s'adapter à énormément de plateformes différentes. Donc ça sera pas si simple de se dire on remplace peut-être pour un webinar, peut-être pour une conférence. C'est facile parce que du coup on se dit bah tiens, dans une salle je peux mettre 350 personnes. Là en webinar potentiellement j'en ai 700, 1000 personnes qui assistent à mon webinar. Donc je me dis bah c'est mieux parce qu'en plus j'ai pas fait de traiteur, j'ai pas loué de salle, il y a un peu moins de techno, etc. Sans doute pour un événement plus large, plus événementiel, notamment Porte de Versailles, Villepinte, Palais des Congrès, c'est plus complexe parce qu'aujourd'hui il manque des choses, il manque de l'immersion, il manque beaucoup de vie en fait finalement. On voit pas, des fois on est derrière un écran et on ne voit pas qui est derrière, qui est en temps réel sur le stand. Qui est derrière l'événement, combien il y a de personnes. Donc il y a beaucoup de plateformes qui aujourd'hui essaient de montrer ça, donc avoir beaucoup de transparence sur les chiffres. J'ai fait un événement la semaine dernière par exemple où ils mettaient sans crainte nombre de visiteurs en direct, ce qui peut être des fois problématique parce qu'on peut se dire bah mince s'ils le montrent, s'il y en a pas beaucoup bah ça peut être déceptif et puis tu peux te dire bon bah l'événement il marche pas très bien, même de côté exposant se dire bah tiens il y a pas beaucoup de monde, mais du coup il y a le souci de la transparence qui est importante. Oui. Michael, si on regarde, si on compare avec les jeux vidéo, sur les jeux vidéo, tu as la possibilité. Moi, je suis pas un spécialiste de l'organisation d'événements en particulier en digital, mais bon, comme tout le monde, je pratique un peu. Et en parallèle, je sais que dans les jeux vidéo, il est possible d'entrer dans des univers où on rencontre d'autres personnes qui jouent en communauté, on va dire. Donc tout le monde joue en même temps dans un même univers, donc dans des salles. Ça interagit, ça cause, ça agit. Hein. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire la même chose? Quelle est la limite Il y a Manzalab, qui est un de mes potes, qui est en train de bosser là-dessus. Ils viennent du jeu vidéo et ils ont beaucoup adapté le jeu vidéo au business, à la formation et au virtuel. Et ils sont en train de faire un outil de salon virtuel avec des moteurs de jeux vidéo. D'accord. Bah, les jeux vidéo, c'est un bon exemple parce qu'au niveau gamification, au niveau reproduction, on se retrouve à un endroit. Parce qu'un salon virtuel, c'est simplement un lieu où on se retrouve. Un salon, c'était un lieu où on se retrouvait pour échanger, ou un événement. Un salon virtuel, c'est la même chose. Après, il y a énormément de façons de faire un salon virtuel. Il y en a pas, ou un événement virtuel. Il y en a pas un seul événement qui a lieu de la même façon tout au long de l'année, comme par exemple en physique. En physique, on va au pavillon 7, par exemple, la porte de Versailles. Tu fais une semaine un salon, je sais pas, sur les jeux vidéo. Le lendemain, tu fais sur l'immobilier. Le salon n'a rien à voir. Pourtant, ils ont utilisé le même lieu. Donc, les plateformes sont des lieux. Les plateformes de salons virtuels ou d'événements virtuels sont des lieux. Comme Webinar Jam est un lieu virtuel de conférences en ligne. Il y en a d'autres. Il y a Zoom, etc. C'est simplement, faut s'adapter au public, aux visiteurs, qu'est-ce qu'ils ont envie de vous retrouver, et aux exposants. Et c'est vrai que l'immersion dans l'univers de marque, par exemple, on parle beaucoup de Phygital à la base dans le retail, était très important. C'est-à-dire qu'on rentrait dans la marque, on voyait les choses, on pouvait toucher limite peut-être certains produits. Il y a beaucoup de choses qui existent, notamment dans la réalité augmentée pour reproduire, par exemple, si on de l'industrie, voir des machines en vrai, directement derrière un écran et pouvoir tourner autour, etc. C'est des choses qui sont aujourd'hui possibles, mais c'est en évolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 2020, il a fallu faire au plus vite. Donc, soit il y a certains, ça fait des années qu'ils étaient dessus. Du coup, ils ont dit, ah, ouf, enfin, ça y est, je peux faire plein de salons virtuels. Mais ça reste quand même une techno qu'ils n'avaient pas bougé depuis 4-5 ans.
soit il y a certains, ils se sont dit, bah moi je suis déjà dans par exemple, je suis une appli de conversation type Bicast ou SparkUp qui du coup faisait de l'interaction de conférences en direct. Bah du coup ils se sont dit, bah tiens, je vais me mettre sur les salons virtuels ou je vais créer carrément ma plateforme de salon virtuel. Donc on est quand même sur de l'apprentissage. 2021 doit changer. On doit prendre tout ce que tu disais, c'est important. C'est de dire, effectivement, on ne prend pas assez en compte dans les prédictions, peut-être ce qui est assez passé en 2020 pour 2021. Donc là, c'est important de se dire dans l'événementiel, utilisons tout ce qui s'est passé, les bonnes choses comme les mauvaises. Les gens, de toute façon, ceux qui se trompent jamais, c'est ceux qui tentent rien. Là, les gens, ils se sont lancés, ils ont fait leur événement, c'était plus ou moins bien. Mais il n'y a pas une seule façon de faire un événement virtuel. Donc, mais s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, des gens qui ne sont pas spécialistes de l'événementiel, c'est peut-être ça qui va être la clé. C'est de se dire, peut-être que ceux qui sont dans l'événementiel sont trop ancrés dans des habitudes, des choses qui sont trop fortes pour eux pour les changer. Donc avoir ce recul, se faire accompagner là-dedans, dans ce changement vers le digital ou vers le phygital, de faire en sorte que ton événement soit aussi intéressant en ligne que physiquement, et peut-être même plus intéressant pour inciter à venir, comme tu disais, Gabriel, venir sur un événement. Ça va être la tendance 2021 dans l'événementiel. Enfin, en tout cas, je l'espère. J'espère que ça va être ça. Voilà. Donc, on apprenne de ce qui s'est passé, qu'on se dise pas, on est dans la nostalgie, le marketing de la nostalgie. Je veux attendre que tout revienne comme avant, alors que on voit bien que c'est pas forcément si simple. Un petit commentaire, Patrice. Ah oui, parce que ça fait longtemps que je n'ai rien dit. Hein. Ouais, c'est ça. T'es hyper patient. Je te voyais très pigné. Merci de ta patience. Je t'en prie, Michael. Non, déjà, bon, moi, je suis pas tendance, puisque vous voyez bien que je suis le seul à pas être barbu déjà parmi les quatre. Ça ne marche pas. Ensuite, sur la nostalgie, je voudrais dire, parce que c'est Philippe qui en a parlé tout à l'heure, et c'est vrai, à chaque fois qu'il y a une crise, il y a cette idée qu'on est nostalgique. Mais c'est normal, en fait, c'est notre cerveau qui veut ça. Dès qu'on est en difficulté, on se retourne vers le passé parce que le passé, c'est toujours confortable. En fait, c'est un biais cognitif assez fort d'imaginer que le passé était mieux que le futur. Le futur, ça pose toujours la question de l'incertitude et donc c'est toujours difficile de l'appréhender positivement. Alors que le passé, on est certain que c'était bien, même si en fait, c'était pas vrai. Mais ce qu'on a retenu probablement du passé, c'est que c'était bien. Et ce biais-là, dans notre mémoire, fait qu'on se dit « Ah, mais avant, c'était pas mal ». Mais il y a un autre point que je voulais... déjà, je voulais te dire, Philippe, que j'ai écrit un bouquin en 2013 qui était sous-titré « L'humain plus que le fric ». Tu vois, donc j'étais déjà tendance en 2013 sur l'humanisme. En fait, on est toujours tendance en disant ça, mais on a l'impression que ça n'arrive pas souvent. Surtout quand le marketing a à faire face à une crise économique majeure comme aujourd'hui. Je pense quand même que les entreprises regardent quand même les chiffres et malheureusement sont tournées vers l'acquisition en 2021. Je pense que ça va être quand même assez fort. Je ne dis pas ça pour faire plaisir à Gabriel, mais c'est malheureusement le cas parce qu'il va bien falloir avoir des clients, sinon tu vas disparaître. Alors, c'est vrai qu'il y a cette tendance du repli sur soi. Effectivement, on en a beaucoup perdu en 2020. Ouais. Bah oui, forcément. Et le repli sur soi qui consiste à dire oui, mais on a déjà des clients, donc pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de la fidélisation? Moi, je l'interprète un peu comme ça, si tu veux. C'est l'idée, gardons ceux qui sont là, évitons qu'ils partent, quoi. Tu vois, d'un seul coup, on se rend compte d'un seul coup qu'on avait des clients et que ce serait bien qu'ils soient encore là l'année prochaine. Alors, j'ai écrit un autre bouquin sur la fidélité, tu vois, donc que les gens n'ont pas lu, mais c'est dommage parce que je leur avais expliqué il y a déjà plus de 3 ans que c'est essentiel que si tu n'as pas de clients fidèles, tu n'as pas de business, tout simplement. Donc forcément, aujourd'hui, on se rend compte que oh là là, les clients sont partis, il faudrait peut-être faire de la fidélisation. Too late, hein, j'ai envie de te dire, fallait y penser avant, quoi. Donc, pour moi, les tendances marketing, c'est effectivement de penser à ce qu'on pourrait faire demain de juste et de précis. Alors, je ne dis pas que j'ai des tendances, hein, parce que de toute façon, je vous ai toujours dit, en fait, soit c'est des tendances que personne n'écoute, soit donc ça ne s'appelle pas une tendance, soit ce sont des prévisions, mais j'en fais rarement, ou j'en fais pas, parce que comme toujours, elles ne se vérifient pas. Mais en tout cas, il y a un point clé, moi, sur lequel j'aimerais insister, c'est la qualité du récit. Et en fait, c'est pour ça qu'on dit que c'est un peu nostalgique ce qu'on voit en ce moment. Mais parce que quand tu racontes une histoire, quand c'est un récit,
forcément, tu t'appuies sur des choses qui se sont déjà déroulées d'une façon ou d'une autre. Tu racontes ce qui s'est passé hier, la semaine dernière ou je ne sais pas quand. Et donc, il y a cette idée que tu renvoies à une expérience qui s'est passée que tu racontes. Mais je pense que c'est la qualité du récit qui est essentielle pour les gens et qui sera essentielle dans les prochaines années. Merci Jérémy de me balancer. Voilà, merci beaucoup. Et donc je crois que pour rejoindre ce que disait Mickaël ou ce que vous disiez sur l'événementiel, c'est aussi ça, c'est peut-être le faire évoluer vers quelque chose de plus quali. Tu vois, les instants qu'on a ensemble, je pense qu'ils doivent être d'une plus grande qualité. Et les indicateurs des organisateurs d'événements, ça doit, à mon avis, on doit arrêter d'imaginer qu'on a tant de mètres carrés à vendre comme au pavillon 7 tu vois, parce qu'en fait, la porte de Versailles. En fait, comme Exposium, je vais dire des choses qui vont fâcher, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Comme Exposium, ça vend des mètres carrés. Et donc, comme tu me vends des mètres carrés, tu me vends aussi une audience. Et donc, il faudrait qu'il y ait plein de gens qui viennent pour rentabiliser mes mètres carrés. Et ça, pour moi, c'est vraiment dépassé, quoi. C'est out, quoi. C'est total. Et le digital montre bien que ça n'a aucun sens. Je veux dire, peu importe finalement et c'est ce que dit quelqu'un de remarquable, et c'est pour ça que je voulais en venir là-dessus, comme Seth Godin, si tu veux. Et lui, il n'est pas tendance, il dit des trucs simplement avec tellement d'avance sur les autres que tu te rends compte après que ce qu'il avait dit était essentiel. Et ça fait déjà 2-3 ans qu'il dit que l'idée, c'est quand même de parler mieux à moins de gens, en fait. Oui. Et je pense Patrice, j'ai eu un petit commentaire. Apparemment, comme Exposium vient de t'entendre, puisque Emmafor, avant même que tu parles, tu vois, ils ont anticipé sur ce que tu allais dire, dit que comme Exposium et autres groupes réfléchissent à des nouveaux formats plus simples avec une expérience visiteur extraordinaire. Ah, bah voilà, parfait. Bravo Emmafor, et bravo comme Exposium de prendre le virage qu'il faut, parce que et c'est aussi une tendance en fait, si tu veux, on va accélérer les changements. Donc il y a deux choses très très fortes pour moi. Il y a parler mieux à moins de gens. Donc arrêtez d'être omnibulé par le nombre de gens qui nous écoutent, mais essayez de mieux parler à ceux qui nous écoutent. Enfin en tout cas de dire des choses plus intéressantes. Donc d'améliorer le récit, d'améliorer les contenus, de se concentrer sur la qualité de l'échange. On voit bien dans cette période à quel point les échanges sont précieux. Enfin, je veux dire, on en a vraiment besoin. Donc, on peut pas passer notre temps. Tu vois, j'en ai fait des salons, même comme exposant à un moment. Et en fait, mon idée, c'était de compter combien de gens, comme les autres, tu vois, combien de gens sont venus sur mon stand, combien de gens m'ont donné leur carte ou à qui j'ai donné ma carte. Mais c'est idiot, en fait. Enfin, c'est ridicule. De combien de gens je me suis souvenu après? Environ 0. Hein. Et qu'est-ce que j'en ai fait des cartes? Et qu'est-ce que j'ai fait des cartes? J'ai dit alors j'ai rempli une feuille Excel et puis je me suis dit je vais leur envoyer un mail. Ça n'a aucun intérêt, réellement. Quoi. Et je sais qu'on a tous fait ça parce que c'était ça l'idée qu'on avait du marketing, des indicateurs de nombre, de quantité. Et moi, je trouve que quelquefois on a des conversations comme aujourd'hui où on est pas forcément hyper nombreux, j'en sais rien, d'ailleurs ça me préoccupe pas, et la qualité de la conversation est bien supérieure, parce que justement, on n'est pas focus sur est-ce qu'il y a des gens qui partent, est-ce qu'il y a des gens qui arrivent, est-ce que j'ai distribué assez de cartes, est-ce que j'ai fait la promo d'acquisition de stratégie design, est-ce que je donnais rendez-vous mardi, tu vois, pour un after émotionnel, en fait ça n'a pas de sens, quoi. Ce qui compte, c'est plutôt la qualité du propos. Donc moi, j'insiste sur ça. Et puis, je pense que ce genre de crise, ça incite les gens à changer. Ce que disait Philippe tout à l'heure était juste. On a envie que ça bouge, on a envie d'exploser, on a envie de faire d'autres choses. Moi, je veux un peu réagir. L'accélération du changement, elle est forte, je crois. Moi, je veux un peu réagir sur la qualité. Et moi, je trouve que c'est un vieux débat qualité-quantité dans lequel je me suis beaucoup lancé depuis 8 ans, etc. Tu dis ça parce que tu es un ingénieur, c'est pour ça. Non, moi, tu sais pas encore ce que j'ai dit d'ailleurs. Moi, je crois qu'il faut pas les opposer. J'ai récemment, il y a une étudiante qui est revenue vers moi parce que j'avais écrit un article sur qualité-quantité. D'ailleurs, Jérémy, si tu peux le retrouver et le mettre. Pour moi,
il faut bien sûr de la qualité parce que c'est la qualité qui crée du lien et c'est la qualité qui va assurer une forme d'engagement, de conversion et d'envie de travailler ensemble. Mais la quantité est pas inutile pour exister, attirer et amener vers la qualité. Donc pour moi, la quantité, c'est plein d'appâts qui amènent vers la qualité et qui amènent après vers la conversion. Donc je suis pas dans cette opposition parce que un truc super qualitatif que personne ne voit, c'est emmerdant aussi. Donc c'est encore plus si tu as des moyennes audiences sur un truc qualitatif que des audiences microscopiques. Non, mais tu peux. Il s'agit pas non plus de faire zéro, tu vois. C'est ce que j'ai dit. Se parler à soi-même, ça n'a pas beaucoup d'intérêt non plus, c'est sûr. Mais néanmoins, donc il faut un peu de quantitatif pour ne pas être à zéro en fait. Je veux bien croire ça, si tu veux, je veux bien continuer à dire ça, mais je pense que c'est une question de priorité. Et en fait, le mindset des gens et du marketing depuis trop longtemps, la priorité c'est le chiffre, c'est le nombre. Les indicateurs. Non, mais là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Alors que si la priorité c'était la qualité, on ferait sans doute autre chose quand même. Non ? Oui, bah oui. Justement, c'est juste pour rebondir là-dessus. Ça me parle beaucoup parce qu'effectivement, dans les événements virtuels, par rapport aux événements physiques, les exposants, par exemple, que j'ai eu la chance d'accompagner cette année ou les dernières années, ils n'ont pas eu le choix de dire, ils n'avaient pas la quantité. Par contre, ils avaient oublié peut-être des fois la qualité. C'est-à-dire que de se dire, j'ai eu du monde, mais plutôt que d'envoyer un mail, de dire merci d'être venu sur mon stand physique ou virtuel. Plutôt parler de la qualité de ce qui s'est dit, de rappeler qu'on s'est dit à ce moment-là, et du coup de se dire, effectivement, ceux qui sont venus, du coup je les classe en plusieurs catégories, ceux avec qui j'ai beaucoup parlé, ceux avec qui j'ai pas du tout parlé, ceux avec qui j'ai donné juste un document, et du coup leur envoyer des messages du goût très précis qui permettra d'augmenter finalement la qualité des échanges à la suite, mais du coup qui reflète la qualité de l'échange qu'il y a pu avoir en physique ou en virtuel sur un stand. Donc effectivement, récupérer des cartes de visite. Moi, j'ai eu beaucoup d'exposants, je me suis arraché les cheveux à leur faire prendre conscience que un salon, c'est pas simplement je prends mon stand 6 mois avant, je m'en occupe qu'une semaine avant et j'arrive sur place et je suis content d'avoir mon kakémono, mes documents et je suis là. Je caricature, mais beaucoup malheureusement faisaient ça, et de dire super, effectivement, j'ai mon bol à carte de visite, je mets dedans. Et puis à la fin, je fais le compte et puis je dis super, bravo, on prend une petite coupe de champagne, on a gagné. Un salon, c'est un événement avant, pendant et surtout après. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et c'est pour ça que peut-être effectivement, je te rejoins sur le dire, la quantité peut-être pas forcément la plus importante, mais c'est surtout se dire le peu de personnes avec qui j'ai pu échanger, ceux-là, faut vraiment que je les traite comme un sésame et de manière très très quali. Tout à fait d'accord avec toi, Michael, mais tu vois, pourquoi est-ce qu'on s'inspire pas parce que là, on parle B2B, bien sûr, mais pourquoi on s'inspire pas de ce qui se passe en B2C? En B2C, aujourd'hui, de quoi on parle? On parle de mieux manger, pas de plus manger. On parle de mieux acheter, pas de plus acheter. On parle de mieux consommer. Donc voilà, pour moi, ça me semble enfin le moment où on se rend compte que c'est plutôt le mieux qui compte que le plus. Oui. Oui, c'est sûr. Ça. Je dis pas qu'il faut parler dans le désert, non. Mais je dis que je crois que même dans l'événementiel, on devrait se concentrer sur la qualité et pas sur le fait de remplir une salle. Oui, au pire, pas remplir les allées. Trois intervenants qui ont fait venir un petit peu plus de monde, mais qui n'ont rien dit d'intéressant, tu vois. Donc, et la qualité, en fait, ce qui est incroyable, c'est d'imaginer que la qualité, ça ne permettrait pas au nombre d'être là, si tu veux. Donc moi, je trouve ça un peu fou. C'est-à-dire que tu fais mieux. Pourquoi est-ce que les gens s'intéresseraient pas au mieux, en fait? Donc, oui. Ce serait quoi l'idée? T'écris un bouquin, ce serait quoi l'idée d'écrire un bouquin nul? Non, mais on est d'accord, mais en même temps, moi, je fais le parallèle avec la télé. Il y a des très bonnes chaînes qui font du mieux comme Arte, et malheureusement, depuis plein d'années, elles sont moins vues que des chaînes qui font du moins bien, comme TF1. Je caricature, mais et à la fin, c'est moi qui viens de la télé et qui ai bossé pour TF1. C'est pas que les gens de TF1 aiment la merde ou ne savent pas faire du mieux. C'est que on a aussi une audience qui est attirée par des choses plus faciles, plus accessibles, qui ont parfois moins envie de se prendre la tête et de réfléchir, et qu'il faut aussi s'adresser à ces gens-là.
Mais là, on fait pas du divertissement, on fait du marketing. Nous, c'est un peu Mais différent. c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Tu es obligé de tenir compte de ton public, de fait. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es obligé, effectivement, je suis d'accord avec toi, Gabriel, tu es obligé de tenir compte de ton public. Tu ne peux pas communiquer uniquement sur ce dont tu as envie. Tu dois aussi faire un petit peu d'entertainment si nécessaire. Tu es dans l'émotionnel, hein, Patrice, hein, tu sais ça. Oui, mais mon public, si j'en ai un d'ailleurs, c'est une bonne question, mais mon public n'est constitué que de gens qui s'intéressent à ce que je raconte. Mais de toute façon, un événement, par exemple… Je ne cherche jamais à écrire quoi que ce soit, si tu veux, en imaginant… Comment ? On peut faire du mieux qui s'adresse à beaucoup de monde. Bien sûr. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que le digital amène trop d'indicateurs quantitatifs et tue les indicateurs qualitatifs. Donc, de fait, on se concentre sur les indicateurs qu'on a et on oublie ce qu'on a moins. Et là, je suis 100% d'accord avec toi. En revanche, je suis beaucoup moins d'accord quand on est sur le sujet de dire… il faut faire du mieux et donc moins en l'opposant à la quantité. Non, il s'agit pas de. Je suis d'accord, Gabriel. Il s'agit pas de l'opposer. Il y a des gens qui arrivent à faire du mieux tout le temps. Je veux dire, bravo à eux. Tu vois, mais il y a aussi des gens à qui on a dit si t'écris pas 3 fois par semaine, si tu fais pas suffisamment bien. Moi, j'aime beaucoup. Ma femme est psychologue. Et elle m'a dit que dans l'éducation, il fallait être la mère ou le père suffisamment bon, suffisamment conciliant. Je pense que sur le contenu, c'est la même chose. C'est pas une question de perfection. C'est pas une question de quantité et de faire de la merde, mais c'est du suffisamment bien qui est le bon niveau. Probablement. Et l'engagement aussi, du coup, l'interaction qu'il peut y avoir avec ton contenu. Et c'est où tu places suffisamment qui est intéressant, mais tu peux pas aller à la perfection non plus parce que la perfection est trop exclusive. Et donc, faut trouver le bon milieu, quoi. Ok, mais tu peux pas non plus aller vers le maximum d'audience parce que ça coûte trop cher aussi. Je suis d'accord. Il y a des gens qui se ruinent à vouloir en faire trop et mal. Ouais, c'est sûr. Philippe, tu voulais parler de marketing éthique, etc. C'est le moment de faire la transition. Moi aussi, j'ai envie d'un peu conclure avec mes prévisions de l'année dernière et mon analyse pour 2021. Donc, non, je pense qu'effectivement, c'est le sujet au-delà de l'aspect qualité et volume, qui est un vrai sujet. Hein, c'est la question finalement de la mission du marketeur, qui, à mon sens, doit être repensée parce que pendant très longtemps, on s'est considéré les marketeurs comme, on doit étudier le marché, faire en sorte que le produit corresponde bien au marché, communiquer au maximum et mettre en place des opérations qui génèrent des leads, du chiffre et qui aident à la vente finalement. Et basta. Le basta me pose problème. En ce qui me concerne, je pense que d'abord, ça marche plus comme avant. J'en ai marre de la pollution marketing que je subis. Et donc, je pense que pour les autres, ça doit être la même chose. Et comme je suis légèrement kantien, je pense qu'il ne faut pas faire aux autres ce qu'on n'aime pas qu'on nous fasse. Et deuxièmement, je pense non seulement que c'est pas bien moralement, mais c'est aussi pas bien en termes d'efficacité, parce que le résultat, c'est une désertion sur les clics, c'est des chiffres moins bons sur le programmatique, c'est un certain nombre d'indicateurs justement de résultats qui montrent que à terme, c'est pas jouable. Alors, je ne vais pas rentrer dans une discussion de fond sur pourquoi les publics n'acceptent plus ça. Il y a plein de raisons fondamentales, sociologiques, etc. On ne va pas rentrer dedans là maintenant. Mais il y a vraiment une remise en cause à faire. Et du coup, je me suis posé la question, mais c'est un débat complètement ouvert, évidemment, de faire ce que j'appelle du marketing zéro, c'est-à-dire non pas le zéro marketing tel que tu l'entendais, ton article un petit peu provocateur, Gabriel, où tu envisages carrément la suppression des postes de direction marketing, mais marketing zéro, c'est zéro pollution, c'est-à-dire un marketing… Comment ? Pour les mettre ailleurs, les responsables marketing, les intégrer mieux dans l'organisation. C'est même une refondation du département marketing. Mais ce que tu proposais, moi, ce que j'imagine sans forcément évoquer la question de l'organisation, c'est déjà en termes encore que ça a un impact fort, c'est en termes de mission, de philosophie de la chose, c'est de se dire, est-ce qu'on ne devrait pas arrêter complètement de faire du marketing push qui sort ? On arrête les emails, on arrête la communication.
on se concentre sur l'étude des besoins fondamentaux importants des clients, des prospects, du marché. On se concentre sur le marketing produit pour faire des produits qui soient les plus proches possibles de ces besoins ou qui les anticipent. On se concentre sur l'expérience client, sujet qui m'est très cher. C'est au-delà du produit, c'est qu'est-ce qu'on apporte tout autour, ce que Emma disait tout à l'heure concernant comme Exposium. Oui. Et on se concentre sur ensuite des sujets précis, des opérations très précises qui permettent de renforcer ces 3 premiers points. Mais on ne fait plus de sortants. Il n'y a plus tous ces emails qui nous polluent, qui nous énervent et qui font passer le marketing pour des cons, pour les marketeurs, pour des gens qui sont des gens qui polluent, qui émettent des messages fallacieux. L'expression « ça, c'est du marketing » est devenue vraiment une expression très négative et très utilisée. Donc, voilà. Comment t'attires de nouveaux clients dans ton marketing zéro? Par la qualité du produit et le bouche à oreille. Alors, je ne dis pas qu'il faut le faire. Je vous dis, j'aimerais bien qu'on se pose la question d'y aller et d'y aller d'une manière forte. Parce que si on se contente de faire des allégations en disant il faudrait que, on ne va pas le faire. Donc, je convoque une assemblée générale des marketeurs, ici même en direct au cours de ce débat et 1 minute 30 sur le sujet de c'est quoi la mission des marketeurs. Moi, j'ai découvert un mot hier auquel ça fait écho, c'est tout ce qui est product-led grosse. À comparer à marketing-led grosse ou sales-led grosse, c'est-à-dire que c'est le produit qui fait ta vente et ton bouche à oreille. C'est effectivement le Graal, mais c'est pas toujours le cas. Il faudrait, ou il pourrait peut-être, ou on pourrait aller vers en tout cas. Moi récemment, j'ai fait un sondage sur LinkedIn où je demandais ce que les gens pensaient être le plus utile pour réussir une boîte entre le design, la tech et le marketing et les ventes. Je crois que j'ai eu 80% de réponses marketing-vente, quoi. On en est encore loin. C'est les habitudes. Ouais. C'est pas en faisant la même chose que ce qu'on fait qu'on va changer les choses. D'autre part, dernier point, juste après je vous laisse la parole, mais très vite, je pense qu'il y a un autre aspect très fondamental à travailler, c'est le collaboratif. Ouais. Donc là aussi, c'est pareil, c'est moins une tendance qu'un vœu pieux. Le collaboratif, c'est le fait qu'on organise le travail des marketeurs différemment et qu'on crée plus d'alignement entre les différents services, notamment la communication, la relation client, les ventes, évidemment, et puis même les autres services de l'entreprise qu'on arrive à faire travailler de façon beaucoup plus transversale. Pour ça, je vous incite d'ailleurs à lire l'Acquisition Strategy Design qui évoque très fortement ces sujets de transversalité. Yeah. Ah oui, tiens, Gabriel, tu es là. En fait, je peux dire un mot? Ouais, vas-y, après, j'en ai pas dit beaucoup, mais c'est en même temps. Cette question, elle est. Des gens talentueux, donc je m'efface, mais j'ai une petite conclusion que j'aimerais faire. C'est vrai, d'accord, je vais être très court. C'est vrai qu'on devrait faire une assemblée là-dessus, ce serait intéressant. Mais je crois qu'en fait, ce qui importe pour demain, c'est ce que ça change. En fait, est-ce que ce qu'on fait change quelque chose dans la vie des gens? C'est le changement qu'on apporte. Alors, on peut dire que c'est dans l'expérience client, on peut dire que c'est le produit, pour reprendre ce que dit Gabriel, on peut dire que c'est le produit qui change quelque chose, ou l'expérience qu'on a avec le produit ou la marque qui change quelque chose. Et est-ce que ça suffirait finalement? Parce que c'est ce que tu proposes, un marketing minimaliste. Quelque part, il faut peut-être aussi que tu m'expliques ce que ça change. Non, c'est pas le tout du marketing minimaliste, c'est les mêmes budgets, voire plus de budget, mais sur moins d'aspects du marketing. Mais pour moi, l'idée du marketing, c'est d'expliquer à ton public ce que tu changes, ce que tu lui proposes de changer dans sa façon de vivre ou dans sa vie, tout simplement. Donc, qu'est-ce que ça change? Pas pourquoi mon produit est meilleur que mon voisin, parce que c'est aussi ça le problème du marketing, c'est que ça fait quand même environ un demi-siècle qu'on essaye de dire qu'on est meilleur que les autres. C'est pas à nous de le dire. C'est pas à nous de le dire. Donc c'est une erreur et ça nous consomme trop d'énergie. Mais qu'est-ce que ça change? Ça, peut-être que tu dois l'expliquer à un moment, ce que ça change. Ou peut-être que tu veux laisser le consommateur se rendre compte par lui-même ce que ça change. Ça marche aussi. Si tu prends l'exemple de Netflix, j'ai pas besoin de t'expliquer ce que ça change. Tu l'as compris tout de suite. Et c'est ça qui fait le succès de Netflix, c'est parce que tout le monde parle de comment ça a changé ma vie. Et pour moi, c'est ça la mission du marketing, c'est d'expliquer aux gens comment ta boîte, ton produit, ton expérience va changer leur vie. Moi, je vous propose, comme Jérémy l'a fait en chat privé, c'est
C'est qu'on se donne un sujet autour du marketing zéro, de l'organisation du marketing, etc. à la rentrée, toujours en table ronde comme ça, c'est sympa. On invitera aussi Pierre Ménan avec qui je bosse sur les sujets d'organisation. En ce moment, peut-être Christophe Cuner aussi, mais ce sera riche, c'est sympa ces tables rondes. Moi, je voulais juste faire un petit mot de conclusion, et puis après, je vous redonnerai la parole 5 minutes et on débordera un peu s'il le faut. Et si tout le monde nous lâche pas, faire un petit mot de conclusion. Moi, ce que j'avais prédit l'année dernière, et je vous ai mis le lien dans le chat, j'avais prédit un marketing qui serait digital bien sûr, mais pas que. Mon premier commandement, c'était digital tu seras, et pourtant seul du digital tu feras point, avec une idée de se libérer des GAFAM, avec aussi l'idée de redécouvrir l'événementiel, de redécouvrir le print, de faire plus de créativité, de faire plus d'études, et donc de revenir aux fondamentaux du marketing et pas uniquement au digital. Alors pour le coup, je me suis complètement planté, parce que la Covid nous a tous forcés à faire encore plus de digital et pas rééquilibrer entre le digital et l'événementiel, le print, etc. Et ce qui m'amène à dire que, parce que je persiste et signe, que 2021 sera l'occasion de faire moins de digital, ou en tout cas de rééquilibrer cette tendance à faire du digital et du reste. Et c'est, pour encore parler d'acquisition strategy design, pour moi c'est l'un des fondamentaux de ce livre, c'est de savoir, dans ces stratégies d'acquisition, être au plus proche des parcours d'achat des clients. Et ces parcours ne sont pas que digitaux. Les clients, les utilisateurs sont encore dans la vraie vie physique. On a tous besoin d'ailleurs de vraie vie physique. Et donc, il faut retrouver des habitudes d'avant le digital, comme le print, comme l'événementiel, comme la télé, la radio, les grands médias, et que réussir à faire des mix qui savent marier digital, bien sûr, parce qu'on est tous digital, mais aussi marier nos anciennes pratiques marketing sont l'avenir de 2021. Et pour le coup, grâce à la Covid, je pense qu'en 2021, je ne me planterai pas, parce que on a envie de faire autre chose que des webinaires, même si on prend plaisir à faire des webinaires et qu'on continuera à faire des webinaires. On a envie de faire autre chose que de la pub sur Google et sur Facebook, parce qu'il y a quand même plus de créativité à faire une pub télé que à faire que de la pub sur Google et Facebook, etc. Donc voilà un peu ce que je voulais dire en conclusion. Et puis il est pile 11 heures, donc on peut gratter quelques minutes, si notre audience le veut bien, pour que vous puissiez conclure vous aussi. Très bien. Philippe, tu as commencé. Moi, j'ai déjà largement conclu. Je voulais citer quelque chose qui est paru dans le chat. C'est que il y a mardi soir, vous en avez parlé peut-être déjà. Il y a mardi soir Patrice qui organise avec le marketing émotionnel. Vas-y, parle-en Patrice. Ben, j'ai mis le lien là dans le chat, mais oui, on se retrouve mardi avec Gabriel et Émilie Lecourtois pour parler acquisition stratégie design, pardon. Mais on parlera du rôle des émotions aussi dans l'acquisition client et dans le parcours d'achat. Je pense que c'est assez important. Mais oui, pour un mot, pour conclure, évidemment, l'humain, ça reste très fort, et je crois qu'on a besoin de physique, on a besoin de lire des livres, on a besoin d'écouter de la musique, on a besoin de se rencontrer, de bouger, de réinvestir des espaces de conversation sociale, mais aussi on a besoin de se connecter émotionnellement les uns aux autres, et ça, c'est quand même plus facile en physique que derrière un écran, je crois. Très bien. Moi, juste pour à la limite conclure, ce serait une prévision, plutôt un souhait pour 2021 dans mon univers, dans mon métier, c'est de se dire effectivement que on reviendra pas comme avant, mais on espère tous qu'on pourra se réunir, refaire des événements, des salons, des choses en présentiel. Mais j'aimerais effectivement, comme je l'ai déjà dit, que le digital
soit pas oublié. Même, je suis d'accord avec toi, Gabriel, sur moins de digital pour plus d'humain. Mais du coup, ça voudrait dire que le digital est là pour renforcer le physique et le présentiel, et surtout que le présentiel doit être différent de ce qui s'est passé avant, et où il y avait peut-être un ronronnement sur l'événementiel, où on faisait toujours la même chose chaque année, et il n'y avait pas d'exceptionnel comme tu le souhaites, et comme apparemment des gros organisateurs, et ça je suis très content d'entendre de la part d'Emmanuel, qui pense à faire des choses chouettes et exceptionnelles, aussi bien en digital qu'en présentiel. Donc voilà, ma prévision, c'est de se dire, pensez événements augmentés, pensez pas uniquement physique et pas uniquement digital, mais les deux, et faire en sorte que les deux se marient bien et qu'on puisse retrouver dans le digital de l'immersion, du contact, de l'émotionnel, du scénario qui va donner envie, du contenu qui va donner envie de se rendre, mais également de le transposer sur du physique, et permettre surtout à ce qui est bien avec le digital, c'est de permettre au plus grand nombre d'assister à un événement. Une conférence ne devra plus être uniquement en salle ou uniquement en ligne, mais peut-être en live streaming, que les échanges avec les exposants peuvent se faire en direct du stand, aussi bien derrière son écran parce qu'on n'a pas pu venir, parce que loin, en semaine ou autre, et également on puisse venir sur place voir des choses qui nous inspirent. Voilà, c'est vraiment un souhait plus qu'une prédiction pour 2021. Je me suis trouvé une conclusion, moi. Vas-y. Non pas pour 2021, mais pour les années encore après. C'est-à-dire si on se projette encore plus loin. On travaille pas mal avec chez Akio, avec ALE, Alcatel Lucent Enterprise, qui est notre grand partenaire, sur cette notion de collaboratif, notamment en entreprise, dont j'ai évoqué, mais surtout dans le monde de la relation client. Et on se rend compte que du coup, la façon de travailler ensemble va changer, notamment par l'adjonction d'un des sujets très très forts évoqués par les marketeurs, qui est l'IA. L'intelligence artificielle va notamment évoluer de telle façon qu'on va être de plus en plus assisté par des assistants virtuels qui vont nous aider à prendre nos décisions. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus d'informations partout, et que pour pouvoir échanger intelligemment entre interservices, il faut avoir un accès relativement facile et rapide aux bonnes informations présentées de la bonne façon. Donc ces assistants vont nous aider à faire ce knowledge management, en fait, mais ultra rapide, et va nous aider justement à travailler de manière plus rapide avec les autres. Du coup, ça veut dire qu'à terme, pour les marketeurs, et ça sera la même chose dans le B2C, à terme, pour les marketeurs, ils vont avoir des assistants qui vont les aider à travailler pour cibler les publics. Et les publics eux-mêmes, ce ne seront plus des personnes uniquement, mais des personnes elles-mêmes assistées par des robots. Et on commence à le voir un petit peu avec les voice bots, là, les assistants vocaux de type Amazon ou Google. C'est-à-dire qu'on parle à quelqu'un qui répond à votre place, enfin un robot qui répond à la place de la personne parce qu'il connaît déjà un petit peu ses goûts et ses plaisirs, et ses envies et ses besoins. Et ça va être de plus en plus comme ça, c'est-à-dire que le marketing va consister à analyser non pas seulement les besoins des personnes physiques, mais aussi les algorithmes des assistants vocaux qu'ils utilisent pour répondre à ces besoins. Ouais, comme les algorithmes de Google. Jérémy, qui est notre responsable marketing et organisateur de ce webinaire, me rappelle de faire un peu de promo pour le livre. Ça, j'en ai déjà fait, mais aussi pour une promo qu'on a jusqu'à Noël, à savoir que pour tout achat du livre Acquisition Strategy Design, suivi d'un post et d'une promo sur LinkedIn ou sur Amazon disant comme vous avez aimé ce livre et comme il est super, on vous offre la formation de 8 heures en vidéo d'une valeur de 600 €. Et ça, c'est jusqu'à Noël, donc dépêchez-vous de l'acheter et de poster sur LinkedIn une jolie photo du livre et de vos commentaires. Merci à tous, c'était super. On reprend ce format un peu l'année prochaine parce que j'aime bien aussi, ça nous évite de parler en one-to-one et tout, c'est sympa aussi. Donc on en refera d'autres dans un format table ronde. À très vite. Merci beaucoup. Merci à tous. On a encore un webinaire la semaine prochaine, c'est jeudi. Je me rappelle plus exactement avec qui c'est. Je vais vous dire ça tout de suite quand même. C'est jeudi avec. J'ouvre mon calendrier. C'est avec Jean-Pascal Mollet, coach de vente très visible sur LinkedIn, qui a fait un parcours récemment avec une petite stories LinkedIn et tout. Donc, on va parler de vente. On va parler aussi, c'est l'un des rares que je connaisse en B2B qui explore TikTok. Donc, on va sûrement aussi parler de TikTok en B2B. Allez, salut à tous. Bonne semaine. Salut. À bientôt. Merci beaucoup. Bon faux déconfinement. À bientôt. Merci, Gabriel. À mardi, Patrice, bien sûr, avec plaisir. Merci.